Antaverse présente Talkspace, présenté par Virginie Guignard-Legros sur le thème de l'excellence décisionnelle et l'intelligence collective, avec Olivier Zara comme invité, qui va se promener avec nous à travers les 13 livres qu'il a publiés. Bonjour, avec nous aujourd'hui Olivier Zara, qui est un expert en excellence décisionnelle et en intelligence collective. C'est l'auteur de 13 livres et nous allons faire une promenade à travers sa bibliographie. Bienvenue Olivier. Bonjour Virginie et merci de m'accueillir dans ton émission. Super. Oh ben, je me réjouis beaucoup parce que ça fait quelques années qu'on se connaît et puis c'est la première fois qu'on arrive à faire quelque chose ensemble et puis ça va être un super moment qu'on va partager donc avec nos auditeurs. Donc voilà, donc toi tu as écrit 13 livres qui sont conséquents, qui ont marqué leur époque, je dirais, mais qui sont sur des thèmes complètement différents. Est-ce que tu peux nous faire juste une petite géographie un petit peu des 13 livres et puis après on va rentrer un petit peu dans les livres. Alors, si on faisait une géographie des 13 livres, ils ont un dénominateur commun qui est ma raison d'être. Voilà. Les entreprises ont leur raison d'être. On a aussi notre raison d'être qui est un peu notre énergie vitale. Et la mienne est décrite sur mon profil LinkedIn dans la partie résumé. Et ça se résume à un mot, un verbe qui s'appelle hybrider. Voilà. Waouh, Donc c'est hybridé. voilà, Ça mérite. l'hybridation. Ça mérite un petit peu de creuser un petit peu ce terme-là, hybridé, avant que Tout je à te fait. laisse continuer sur la géographie de tes livres. Ouais. Alors, hybrider, eh ben, c'est l'hybridation des idées. L'hybridation, on la connaît bien au niveau de la biologie hein, et puis de l'agriculture. On a hybridé euh, des, des fruits, des légumes pour les rendre plus résistants à des insectes ou à la sécheresse ou pour qu'ils se conservent plus longtemps. Mais en hybride, on peut aussi hybrider des idées, on peut hybrider des talents. Si on le dit d'une manière un peu moins, je dirais, ésotérique, même si le mot n'est pas totalement ésotérique, ça consiste à connecter, en fait, connecter les intelligences, les savoirs, les talents, les personnes, pour faire émerger quelque chose qui n'était pas dans la tête des personnes avant la rencontre. Voilà. Donc ça demande de la méthodologie. C'est pas, on met pas deux personnes dans une salle ou 10 personnes dans une salle et tout d'un coup il y a de l'hybridation. Ça demande des savoir-faire, des démarches. Voilà, donc c'est un peu le point commun de tout ça, c'est un peu mon énergie vitale. La raison d'être, c'est un peu son énergie vitale. Et mon énergie vitale, d'aider les gens, c'est moi-même d'hybrider les choses, mais d'aider les gens surtout à hybrider leurs idées. Et donc j'ai une phrase donc c'est un peu ma définition de l'intelligence collective en fait. Ma définition de l'intelligence collective, c'est la co-construction. Et la co-construction, ça génère de l'hybridation. Et pour définir ça, je dis tout simplement que quand on doit résoudre un problème, qu'on démarre une réunion, chacun a une idée, évidemment. Tout le monde a une idée de la solution au problème. Et au début de la réunion, tout le monde expose sa solution au problème. Et je dis qu'à la fin de la réunion, si on prend l'idée, une idée de solution qui était dans la tête d'une personne au début de la réunion, on a échoué. Oui, parce qu'on n'est pas dans la collectivité, on n'est pas dans la On co-création n'a dans pas ce cas-là. hybridé. On n'a pas D'accord. hybridé. On a fait ce que j'appelle le mur de post-it. Tout le monde a étalé ses post-it sur le mur. Puis à la fin de la réunion, on décolle un post-it. Là, Hmm. on a échoué. On a fait de la collaboration. On a partagé des solutions. Mais l'hybridation, c'est bien au-delà. Ou pire, on est tombé sur un groupe qui s'est fait phagocyter par un chef et qui a imposé sa solution. Et Tout à ça, fait. c'est une dimension aussi. C'est pas forcément un échec du groupe. Quelquefois, c'est simplement le groupe qui s'est fait, comment dire, qui s'est fait dominer par quelqu'un ou par un groupe de personnes qui va définir pour l'ensemble des autres. Voilà, c'est ça. Si le chef ne parle pas en dernier, si on utilise la technique du mur de post-it plutôt que celle du tour de table, effectivement, si on n'a pas le savoir-faire, si on n'a pas le savoir-faire, eh bien, on va faire du partage d'informations.
on va mettre sur la table des idées, mais hybrider, ça demande de la méthodologie. Et voilà, donc si on veut savoir, si vous voulez savoir à nos auditeurs si vous hybridez ou pas, à la fin d'une réunion, si vous prenez une idée qui était au début de la réunion, vous n'avez pas hybridé, vous n'avez pas co-construit, donc vous n'avez pas fait d'intelligence collective. Oui, ça c'est une belle idée, une belle définition de l'intelligence collective. La mienne, avant que comment dire, que tu n'exposes ta version de l'intelligence collective, pour moi, de mon point de vue, c'est beaucoup plus au niveau de la permaculture. C'est de pouvoir avoir que chacun puisse avoir sa place aussi dans la communauté et puisse grandir avec la communauté elle-même dans la co-construction et la co-construction à mon niveau, de par mon vécu, hein, parce que j'ai fait pas mal d'expériences en intelligence collective, comme tu as dû en faire dans le passé. Dans le passé, on disait, on prend une boîte, on met tout le monde dedans, on secoue la boîte et on voit ce que ça va donner. On espère que ça va donner de l'intelligence collective. Mais comme tu l'as dit juste précédemment, c'est pas possible. On s'est aperçu avec le temps qu'il faut des processus, il faut des façons de procéder qui sont protocolées, alors qu'ils sont pas forcément pas rigides. Je parle pas de protocole rigide, mais simplement se rendre compte que c'est pas inné, c'est pas une génération spontanée, l'intelligence collective. Et de mon expérience en étant coordinatrice de la formation en ligne du GDP Lab de MOOC GDP, nous, on a fait beaucoup de co-création et ce qui, moi, m'a marqué, c'est l'attention à l'autre. C'est la base de la co-création. Devenir attentif à l'autre, c'est devenir attentif à ses idées, c'est respecter ses idées et accepter que les idées viennent se mélanger justement avec vos idées. Voilà, ça fait partie des choses qui sont. Mais c'est drôle parce que chaque fois que je rencontre quelqu'un qui travaille sur l'intelligence collective, chacun finalement avec son ADN exprime les mêmes choses, mais avec des mots différents, et ça donne une variante en fait au même sujet. Donc c'est super, c'est vraiment chouette. Donc voilà, donc j'ai découvert une nouvelle définition de l'intelligence collective qui est basée sur l'hybridation. C'est superbe. Donc maintenant, je pense qu'on va continuer un petit peu la géographie de tes livres, et puis après, on va peut-être explorer à droite à gauche des sujets qui pourraient être intéressants pour Ouais. nos Donc la auditeurs. plupart de mes livres, et non, le cœur, hein, c'est l'intelligence collective, c'est le management, le leadership. Il y a une certaine dimension sur le digital, enfin, qu'on appelle maintenant le management hybride, comment on met à profit les réseaux sociaux d'entreprise, les forums de discussion, les outils voilà, de gestion des connaissances pour booster l'intelligence collective. Donc j'ai un de mes livres qui s'appelle le management digital, le manager digital, mais parce que je l'ai écrit en 2016, mais aujourd'hui je l'appellerais le manager hybride. Mmh. Et même à l'époque, on parlait de e-management. Donc, j'ai dit non, e-management, ça me plaît pas, je vais mettre manager digital. Et aujourd'hui, on parle de management hybride. Donc, il y a des modes sémantiques. Et il y a trois de mes livres qui sont un peu hors cadre, qui divergent, qui sont des livres plutôt au grand public. Donc, il y en a un, pardon, petit chat dans la gorge, c'est l'hiver. Donc, il y a un de mes livres qui est sur la sagesse, que j'ai écrit plutôt co-écrit avec mes enfants. Oui, c'est un Les... très joli projet d'ailleurs, hein. Ouais, Ça, c'est. en fait, évidemment, moi, voilà, on forme les étudiants et surtout les cadres en entreprise sur les savoir-être, sur la communication non violente, sur l'empathie, sur l'écoute, sur tout un tas de choses. Et à un moment donné, je voyais mes enfants grandir et je trouvais voilà, qu'il me manquait d'intelligence relationnelle, qu'il me manquait d'écoute, d'empathie, de tout ça. Et j'ai commencé à leur parler un petit peu, à leur diffuser finalement ce que j'apprenais à des cadres de 20, 30, 40, 50 ans. Et je me suis dit, mais pourquoi eux, ils n'auraient pas là, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, pourquoi ils n'auraient pas aussi? Et puis ça a super bien marché, vraiment super bien marché. Ça a transformé complètement leur relation, parce que j'ai une fille et un garçon qui sont très proches en âge, voilà, qui sont un Mm. petit peu, voilà, un peu, Ça crée des petits bisbis, des choses comme ça voilà, entre et eux, ils sont très j'imagine. leaders tous les deux, et leaders, Oh. voilà, ils sont très leaders, donc Mm. ça crée un peu de conflit, et puis ça a super bien fonctionné. Je me suis dit, bah tiens, je vais écrire le livre. Alors initialement, c'était pour que eux-mêmes puissent transmettre ça à leurs enfants, et puis après, je me suis dit, bon, voilà, ça va être utile pour tout le monde. Donc, il y a ce livre
qui est un petit peu les soft skills finalement, les savoir-être de l'intelligence relationnelle. Voilà. Après, j'ai découvert que le Danemark donnait des cours depuis 1993, de l'âge de C'est 6 ancien. ans à 16 ans. Ils Mhm. ont 1 heure de cours de 6 ans à 16 ans, 1 heure de cours par semaine sur cette dimension de l'intelligence relationnelle. Donc, Ils j'ai sont découvert super. ça après. Ils sont super en avance en fait, parce que Ouais. c'est vrai que nous, l'intelligence relationnelle, c'est presque une découverte. C'est quelque chose qu'on met en avant depuis quelques années. Mais donc, tu disais quelle année? 1900, 1993. 1993, c'est très ancien. Donc, ils sont vraiment novateurs, hein. Là, ils ont, comment dire, c'est des fers de lance comment dire, de ce savoir. Et c'est vrai que c'est important. Ça fait partie de ces choses qu'on a laissé de côté, peut-être. Je suis pas sûre qu'on n'avait pas, qu'il n'y avait pas des notions, on ne mettait peut-être pas les mots dessus, dans des époques précédentes. Mais il y a toujours eu, je pense, quand même des processus. Ah, moi, ayant fait ma scolarité en France, je peux certifier sur l'honneur que je n'ai rien eu de tel, ni d'ailleurs dans ma vie professionnelle. C'est seulement quand je suis devenu consultant que là, j'ai commencé à être formé moi-même pour former euh, des cadres. Oui, donc c'est super en fait les sujets que tu as abordés dans ta carrière. Et puis il y a des sujets aussi qui m'ont interpellée, comme le livre au sujet de qui s'appelle Révolution, hein, je crois, sur Oui. la gestion de carrière. Est-ce que tu peux nous indiquer, nous donner envie d'aller le lire? Bah, quelque part, c'est un peu la suite du livre Le sage et le singe, que mes enfants grandissent et ils sont à qu'est-ce que je fais plus tard? Et donc, ce que je remarque, on fait les choses à l'envers, en fait. On cherche, on fait des bilans de compétences, on dit quelles sont tes forces, quelles sont tes passions, qu'est-ce qui te passionne dans la vie. Puis ensuite, on te dit, ah ben, c'est ça qui te passionne, donc tu dois faire telle formation. On fait la formation et ensuite on se dit, ah ben, c'est quoi le métier que je peux faire par rapport à ma formation? Puis on se lance après, une fois qu'on a le métier, ben, on rentre dans une entreprise pour ce métier. Et 10, 15 ans, 20 ans plus tard, on fait sa crise de la quarantaine parce qu'on réalise en fait, on a réalisé le rêve de ses parents. Voilà. Quelle Donc on prend catastrophe, hein, quand même. tout à Mm, l'envers. Donc mhm. moi, dans ce livre, Rêve, Olution, c'est l'idée de repartir, c'est ce que je parlais de ma raison d'être en fait, hein, de repartir de sa raison d'être, de sa vocation, de sa mission, il faut dire un peu philosophiquement, de mission sur Terre, dire quel est mon rêve. Et dans le livre, je propose une typologie de 9 rêves qui est inspirée de l'énéagramme. On essaye d'identifier son énergie vitale, son rêve, on en a tous, au moins un, deux ou trois. Une fois qu'on a son rêve, on se dit quel est le métier qui va me permettre de réaliser mon rêve. Une fois qu'on a trouvé le métier, ben, il faut trouver la formation. Et après, voilà. Et là, on prend, mais c'est tout à l'envers. On prend le rêve, le métier, la formation. Et aujourd'hui, on fait ma passion, la formation, le métier. Ah mince, c'était pas mon rêve. Ah, mais c'est Voilà. clair, c'est un gigantesque problème. Et pour moi, tu sais, nous, enfin, dans mes activités de mon écosystème, on essaie de mettre en place une université en ligne. Et il y a une chose vraiment que j'aimerais, c'est que les étudiants qui rentrent chez nous, eh ben, ils puissent avoir des outils d'évaluation, de savoir justement quels sont leurs rêves. Parce que même s'ils sont jeunes, ils ont quand même les seeds, en fait, ils ont quand même ces graines en eux qu'on peut évaluer et qui vont permettre de les orienter dans les bonnes directions. Parce qu'on se retrouve avec tellement de jeunes qui commencent à l'université, puis ils refont une année, une autre année, c'est pas bon. Et ça fait beaucoup, beaucoup trop d'allers-retours, beaucoup trop d'années perdues, beaucoup trop d'argent aussi perdu aussi par les personnes qui s'investissent dans ces formations. Et alors que dès le départ, on pourrait déjà. Alors toi, tu travailles beaucoup avec les chefs d'entreprise, ça c'est une chose, mais je pense que dès le départ, les jeunes qui sortent du lycée ou du gymnase, ou même parce que nous en Suisse, on a beaucoup, comme je suis basée en Suisse, on est beaucoup basé sur l'apprentissage avec des passerelles pour plein de métiers et des retours vers l'université, etc. Et il me semble que l'évaluation
dès l'école, avant de rentrer dans des carrières professionnelles, enfin dans des formations professionnelles, elle pourrait être là et avec des outils peut-être qui seraient à disposition des parents. C'est un appel que je te lance. Ça serait bien de mettre des outils à disposition des parents parce que c'est vrai que nous, par exemple, ici, on a une orientatrice professionnelle pour trois grandes structures scolaires, une seule. Donc, elle a jamais le temps de voir tous les élèves de toute façon. Puis, elle ne met pas les outils, tu vois, en place pour ça. Et voilà. Et c'est vrai que se retrouver à 40 ans et ne pas et finalement se retourner sur sa vie et se dire mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là toute ma vie, tu vois, c'est un peu triste. Moi, ça m'est arrivé il y a 10 ans, je me suis retournée sur ma vie, puis je me suis dit ben moi mes études, mon père les a choisies, j'ai fait une carrière, j'étais excellente dans les carrières, les différentes parties de carrière de ma vie, mais c'est pas moi qui les ai choisies. J'étais une balle de ping-pong, tu vois. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se pose et puis on se dit, ben, il faut quand même faire des choses qui nous correspondent. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des années perdues, mais c'est pas des années en phase avec ce qu'on est. Et ça, je pense que c'est tout à fait utile d'écrire sur ces sujets. Et si tu as des solutions dans ce que tu proposes et des méthodologies, etc., ben c'est magnifique. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'interpelle, bon, bah, parce que mes enfants, ils sont jeunes aussi, hein, ils sont jeunes comme les tiens. Et ma fille, là, elle va devoir poser ses choix, savoir qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard. Parce que chez nous, c'est très tôt en Suisse, les choix. Et, euh, et puis quelquefois, là, on se retrouve face à l'inconnu. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, je pense que ça serait bien pour les enfants, en tout cas, de trouver des solutions. Et aussi pour les adultes, parce qu'on peut se réorienter à n'importe quel moment de sa vie aussi. Donc ça, c'est super intéressant. Donc voilà. Voilà. Mes enfants ont 15 et 16 là, et moi j'avais déjà écrit un livre en 2009 aux éditions Erol sur la gestion de carrière, et donc ce livre propose une approche originale basée sur le design thinking et également sur un modèle de 9 rêves, parce que dans mon activité, parce que je fais pas que de l'intelligence collective, une activité de coach de carrière, à chaque fois que je disais aux gens, c'est quoi ton rêve? Personne ne sait répondre. Personne ne sait répondre à cette question. Voilà. On Mais parle, parce que, c'est quoi ta passion? C'est quoi ta passion? C'est quoi machin? Mais la passion n'est pas un rêve, n'est pas une raison d'être. Mm. Mais le rêve, mais est-ce que tu penses que le rêve, c'est pas un peu lié à la créativité? Parce que moi, je vois, en tout cas dans tout ce qui est cursus scolaire et professionnel, euh, la créativité, elle a presque disparu de plein en éducation, dans plein de domaines depuis les 50 dernières années. Et est-ce qu'il faut pas être créatif soi-même pour créer aussi son rêve? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas un peu lié? Là, je te pose peut-être une colle. Est-ce que c'est pas lié la créativité et le rêve peut-être? C'est pour ça que j'ai utilisé le processus du design thinking, en Mhm. fait, et que le sous-titre du livre, c'est S'inventer ou se réinventer. Alors, s'inventer quand on a 15 ans ou 17, 18 ou 20 ans, et se réinventer quand on a 40, 50, 60, qu'on va à Mhm. la retraite et qu'on se dit c'est peut-être le moment, je suis à la retraite, là, c'est peut-être le moment de réaliser mes rêves. Mhm. Donc c'est ça, c'est exactement ça. C'est que, alors, il y a cette grande question qui fait peur à tout le monde, c'est quoi mon rêve? Personne ne sait répondre. Donc, comme je disais, je me suis inspiré du modèle de l'énéagramme pour créer un peu une colonne vertébrale et donner des points de repère. Ensuite, dans les exercices, effectivement, on est dans la logique du design thinking, donc dans la co-création, parce qu'on ne peut pas se créer soi-même, en fait. Il faut se co-créer avec les autres par le feedback qu'on reçoit. Donc, ce sont Voilà. des travaux de groupe, en fait, que tu proposes, Alors, oui, il les y a neuf aussi, façons de rêver. voilà, il y a aussi des exercices de visualisation mentale qui sont utilisés par tous les grands sportifs, où ils se visualisent en train de jouer au tennis pour un joueur de tennis, en train de descendre une piste pour un skieur. Mais on peut aussi se visualiser en train de travailler dans telle activité ou de faire tel métier. Donc, il y a cette visualisation mentale, cette co-création avec les feedbacks qu'on reçoit de son entourage. Et l'objectif, c'est, voilà, grâce à cette typologie, aujourd'hui, j'arrive à faire que des gens prennent vraiment conscience. Et comme tu le disais, en fait, ce livre est vraiment fait pour les parents. Voilà. Ok, superbe. Alors, on va le recommander à tous les parents qui nous écoutent et qui en ont besoin pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est super. C'est un super outil. Merci beaucoup. Que je vais me précipiter pour aller le découvrir. Et le dernier livre sur lequel j'aimerais qu'on
parle, c'est sur la gouvernance politique. Alors là, on rentre dans un sujet un peu plus, comment dire, un peu plus classique peut-être, mais je dirais que c'est une autre dimension. Là, on sort de la famille, en tout cas, et on sort de la réalisation personnelle. Voilà, donc c'est mon dernier livre, s'appelle L'excellence démocratique. C'est le troisième livre, on va dire, grand public, qui est un peu hors cadre. Celui-là l'est un peu moins parce que ces 20 dernières années, j'ai, euh, j'ai prototypé des savoir-faire, des processus, des outils, des méthodes pour aider les entreprises à mobiliser l'intelligence collective dans les organisations, avec en particulier les réseaux sociaux d'entreprise. Et je suis arrivé là un peu euh, à une sagesse. Et je me suis dit, mais tout ce que j'ai fait pour les entreprises, et ça fonctionne, donc j'ai des résultats, elles ont des résultats, donc pourquoi pas mettre ça en place au niveau de la gouvernance d'un État, d'une région, d'un territoire, d'une commune, d'une mairie. Pourquoi pas faire ça? Et c'est comme ça que ce livre est sorti. C'est quelque part l'application des processus d'excellence décisionnelle à la gouvernance politique. Et le constat est simple, c'est que tous les systèmes de droit constitutionnel, tous les systèmes de gouvernance ont été conçus, j'allais dire, pour simplifier un peu, dans les 30 glorieuses. Un monde linéaire, stable, la croissance, un monde compliqué, avec des rapports d'experts, on fait des synthèses, alors un tel dit blanc, l'autre dit noir, thèse, antithèse, synthèse. Et ça marche bien. C'est un monde de simplicité, même si c'est Voilà. complexe par rapport à notre monde d'aujourd'hui. Moi, c'est ce que tu évoques, ça me fait penser donc à la différence entre la complication et la complexité. On est passé de ce monde linéaire à ce monde multidimensionnel. La complexité enfin, la complication qui est devenue une immense complexité et finalement peu de gens qui savent réellement la gérer, cette complexité. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec la crise économique qu'on est en train de vivre maintenant. On le voit au niveau des gouvernements, c'est la plupart des gens ont des connaissances segmentielles. Donc, ce qui fait que cette complexité nécessite d'avoir une vision globale de l'ensemble. Et aujourd'hui, il y a très peu de gens formés, ou bien ce sont des gens qui se sont auto-formés, qui avaient déjà ces compétences à l'origine, en fait, et je commence à voir apparaître quelques formations au niveau de la complexité. Je ne sais pas quelle qualité, quel niveau de qualité elles offrent, mais je vois ça émerger un petit peu à droite, à gauche. C'est vrai que maintenant, c'est un besoin de pouvoir gérer la complexité. Et alors, par contre, la gouvernance politique et la complexité, là, je pense il faut aller creuser un petit peu plus. Ouais, Voilà. mais parce que voilà, donc déjà, les gens ne font pas la différence entre compliqué et complexe. Compliqué, c'est résoudre un problème dans lequel on a besoin d'une expertise ou peut-être de deux. Et la complexité, c'est quand on a besoin de plusieurs expertises. C'est ce que tu disais, multidimensionnel, multifactoriel. Et voilà. Donc, on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle un monde VICA, volatile, incertain, complexe, ambigu, et on est dans des processus de prise de décision, dans des processus de gouvernance qui sont hérités d'un monde, on va dire, les 30 glorieuses, quoi, le monde stable, machin, voilà, avec du compliqué, voilà, où effectivement le rapport d'expert a une pertinence. Mais dans la complexité, dans l'incertitude, on a besoin de processus qui mettent en œuvre de l'hybridation. Et voilà, Mmh. nous avons bouclé Donc, la boucle. Et exactement. Donc, on a fait le grand circuit comme ça. exactement, on est arrivé au point de départ. Oui. Et pour illustrer ça, tu as parlé de... voilà, mais un des enjeux les plus complexes qui est devant nous, c'est la crise climatique. C'est Voilà. clair. Qui est Pour extrêmement illustrer, complexe, hein. voilà, qui est extrêmement complexe. Il y a de l'économie, il y a du social, il y a de l'environnemental, il y a tout un tas, il y a du réglementaire, il y a, voilà. Donc, pour donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, ça s'appelle la Convention citoyenne du climat, où on prend une centaine de citoyens. On fait défiler devant eux le PDG d'Air France, le PDG de Renault, Jean Covici, des experts, etc., qui leur déversent. Après, ils se retrouvent en commission, en groupe, animés avec des facilitateurs, et puis
est-ce que c'est du mur de post-it, donc du partage, ou est-ce que c'est l'hybridation? Je pense que c'est plutôt du Mmh. mur de post-it. Et finalement, il y avait déjà tous ces partis politiques sur l'écologie, tous ces gens qui ont écrit, voilà les solutions à la crise climatique, faut mettre la limitation de vitesse à 40 km/h sur l'autoroute. Bon, je rigole un peu. Voilà. Et on a fini par sortir une sorte on a pioché finalement des solutions qui étaient dans la tête des gens au début de la Convention citoyenne du climat. Mmh. On a pris des idées qui étaient dans la tête au début de la Convention citoyenne, puis on a sélectionné, on en a sorti 130, je crois, ou 150. Voilà. Et ça, c'est pas de l'hybridation. Et du coup, Mmh. qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le PDG d'Air France, je sais rien, mais j'imagine, Oui, a été c'est voir, oui, voilà, a été une voir Macron, il a démonstration. dit, bon, bah, écoute, si on fait ce qui est dans tes 150 propositions, demain, Lufthansa nous rachète. Le Mmh. PDG de Renault était voir Macron, il a dit, tu sais, demain, je fous à la porte 100 000 personnes, là. Et puis, l'industrialisation de la France est terminée. Et voilà comment on appelle ça détricoter, parce qu'au lieu de co-construire avec ceux qui sont impactés, ceux qui vont mettre en œuvre, au lieu d'avoir le PDG d'Air France autour de la table avec les citoyens, on n'a mis que des citoyens déjà. Mmh. Donc il n'y avait que des citoyens. On n'a pas mis des experts, on n'a pas mis des dirigeants d'entreprise, même les lobbyistes. Toutes les parties prenantes ne se sont pas retrouvées autour de la table avec un processus dans lequel tout le monde peut s'exprimer, tout le monde écoute tout le monde, et on arrive on se donne le temps d'hybrider les idées, et on aurait peut-être sorti que 20 idées, peut-être que 20 solutions, mais 20 solutions hybridées, moins ambitieuses, mais qui auraient pu être réellement mises en œuvre et créer un impact moins fort, moins rapidement, mais au moins on avait quelque chose, voilà, voilà. Donc c'est ça un petit peu pour résumer l'excellence démocratique, ça tourne surtout de comment on injecte les savoir-faire de l'intelligence collective dans la gouvernance politique. C'est clair que les assemblées citoyennes, ça paraît une très bonne idée, mais quand les idées sont implémentées par d'autres, donc qui ont quelquefois dans ton exemple qui ont plus de pouvoir, ben en fait finalement les citoyens ils ont le choix que dans une série de panels qu'on leur propose, pas dans quelque chose qu'ils vont eux-mêmes créer. Après il y a un autre niveau, je sais pas si tu as déjà réfléchi parce que moi, je travaille quelquefois comme philosophe en intelligence artificielle et il y a une chose dont on s'est aperçu, c'est que quand tu fais travailler ensemble une communauté de citoyens, même si c'est de la co-création, il peut y avoir un biais du fait que comment dire, c'est une décision collective basée sur le bien-être collectif et qui manque quelquefois de la vision, d'une vision extérieure un peu plus qui va voir vers l'avenir et pas sur le présent, parce que la communauté elle travaille sur le présent, en fait, plus que réellement sur l'avenir. Et si, par exemple, tu as une idée super novatrice, super difficile à comprendre, etc., peut-être qu'elle ne sera pas adoptée par cette communauté citoyenne parce qu'ils vont peut-être pas la comprendre. Et je te parle de ça juste pour ouvrir un peu le débat. Parce que ben, ça peut, comment dire, en matière de technologie, il y a peut-être des choses qui pourraient être rejetées par une communauté, alors que c'est peut-être cette technologie qui va permettre à cette communauté d'évoluer dans les 20 prochaines années. Et moi, c'est ce que j'appelle les niveaux de conscience des personnes, en fait, où il y a des communautés qui ont certains niveaux de conscience et d'autres niveaux de conscience. Et ça permet aussi, en mélangeant ces niveaux de conscience, donc de pouvoir construire quelque chose qui est plus solide et en même temps qui se projette vers le futur et pas qui va paupériser la communauté. Voilà, ça c'est une chose, voilà, un sujet que je te lance. Si tu as Mm. envie Oui, je ne sais bah, pas si tu as déjà réfléchi là-dessus ou ouais. pas. En Sinon, fait, ben, ça sera peut-être l'objet d'une autre discussion plus tard. ouais. En Vas-y. tous les cas, un des mots-clés qui ressort de ce que tu dis, c'est tout simplement que on a parlé hybridation. J'ai dit il faut que tout le monde écoute tout le monde, que la parole soit distribuée, mais il y a un point fondamental, c'est la diversité.
Parce que hybrider deux choses identiques, ça marche pas. Si autour de la table, on n'a que des citoyens, si on n'a que des industriels, si on n'a que des politiciens, si on n'a que des gens qui sont des clones, on hybride rien du tout. Donc, on en revient sur ce qu'on appelle l'analyse holistique, c'est-à-dire l'analyse de toutes les parties prenantes du sujet, et pour identifier toutes les personnes qu'on doit mettre autour de la table. Et la question n'est pas celle de la décision collective ou de la codécision, parce que ça, un enfant de 5 ans est capable de décider. Décider, tout le monde sait décider. On décide tous les jours de tout un tas de choses. Le problème n'est pas la décision. La décision, c'est un concept juridique, c'est un concept de responsabilité. Qui est responsable? S'il y a une personne qui est responsable, il y a une personne qui décide, peu importe le sujet. La question, c'est la conception de la décision. Et dans la conception de la décision, si on ne met pas autour de la table la diversité des parties prenantes du sujet, si les gens n'ont pas, il n'y a pas une parole distribuée où tout le monde peut s'exprimer, si les gens ne s'écoutent pas mutuellement, eh bien, on n'arrivera pas à cette hybridation. L'hybridation qui est aussi la base du niveau d'adoption. Parce que Voilà, tout à fait, finalement, bien sûr. s'il n'y a pas d'hybridation, il n'y aura pas de niveau d'adoption, puis il y aura scission de la société, et puis il faudra recommencer à zéro jusqu'à un moment donné qu'il y ait possibilité d'hybrider justement l'ensemble. Exactement. Et quand on parle d'adhésion, on parle de conduite du changement. Et moi, je dis que la conduite du changement, c'est l'aveu d'un échec dans la conception d'une décision sur un sujet complexe. Sur un sujet complexe, on a deux options. Soit on conduit le changement, parce que personne ne comprend, tout le monde n'était pas là, on est dans la tour d'ivoire, on part dans la mauvaise direction, donc évidemment faire de la conduite du changement. Soit on co-construit le changement. Et la co-construction du changement, c'est co-construire, non pas avec le comité de direction, mais co-construire avec ceux qui vont mettre en œuvre la future décision. Et à ce moment-là, on crée du sens, un sens holistique, parce que le sens ne se donne pas dans le complexe. Le sens peut se donner sur le compliqué. Ben voilà, tiens, il y a une corvée de patates, tu vas éplucher les patates, ça, tout le monde comprend. On peut donner le sens. Comme ça, on pourra manger des frites. Mais sur le c'est aussi un bel objectif aussi. Hein. Tout à fait. Mais dans le complexe, on ne peut que co-construire le sens. Un sens, ça a du sens dans la tête de chacune des personnes qui va mettre en œuvre. Ça va créer ensuite la confiance, puisqu'on a co-construit, on a une adéquation entre l'objectif à atteindre et les moyens dont on dispose, et on va créer de l'engagement parce que les gens auront, ce sera leur décision quelque part. Ils auront contribué à l'émergence. Donc, je suis beaucoup plus engagé à mettre en œuvre une décision qui contient un bout de mon ADN que l'ADN du comité de direction qui, pensant bien faire, a confondu le comité de direction comme organe de prise de décision et le comité de direction comme organe de conception de la décision. Et un comité de direction n'est jamais, dans le complexe, un comité de direction n'est jamais un organe de conception de la décision. Et tout le monde le comprend. On en a fait une jolie promenade là avec ce podcast. Mais écoute, je pense qu'on va terminer sur ces belles paroles qui sont tout à fait passionnantes et j'espère qu'ils auront interpellé plein de gens qui auront envie d'aller lire tes livres et de te découvrir en tant que professionnel, donc en intelligence collective et en excellence décisionnelle. Je te remercie beaucoup, Olivier, d'avoir passé ce temps avec moi de partage. Et puis, on imagine que plus tard, on retrouvera d'autres sujets de discussion sur une autre émission. Voilà. Merci Virginie de ton invitation et bravo pour tout ce que tu fais. Merci à toi.